Chers amis de la librairie Rengardt, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du lundi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Marchand. Bonjour Pierre. Bonjour Dominique. Alors Pierre n'est pas un auteur, quoiqu'il ait publié certains livres. Il est là aujourd'hui en tant qu'éditeur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un éditeur? Moi je dirais simplement, c'est la personne qui fait l'objet livre, hein, à partir du manuscrit de l'écrivain. Mais Pierre, c'est un ami, c'est un complice, je dirais même, parce que nous avons œuvré ensemble à différentes choses, à promouvoir la chaîne du livre en Alsace, à travailler aux relations entre libraires, éditeurs, illustrateurs et auteurs. Et ça fait quelques années et c'est toujours un grand plaisir. Merci d'être venu Pierre, vraiment en toute sympathie et en toute amitié. C'est un plaisir toujours partagé, tu sais bien. Alors Pierre, aujourd'hui, vient nous voir en tant qu'éditeur. Alors qu'est-ce que c'est un éditeur? Pierre nous racontera tout à l'heure un petit peu son vécu, sa démarche et ses choix. Pierre n'est pas alsacien de naissance, mais alsacien de cœur depuis plus de 25 ans. Ouais. Et je voudrais te rappeler une phrase que tu m'as dite il y a bien longtemps. Ouais. C'est que tu étais un petit peu le vilain petit canard dans ta famille. Famille intellectuelle, de professeurs, de médecins, qui voyaient avec un œil tout à fait bizarre et étonné que tu te destinais à la carrière d'éditeur. Mais éditeur, est-ce un métier honteux? Ah non, non, c'est pas honteux, simplement, non, et j'étais même pas tellement étonné parce que en fait, je tiens ça de mon grand-père qui travaillait dans la presse. Il était typographe d'abord, hein, à l'époque de l'imprimerie au plomb, hein, il y a Ah longtemps. oui, comme mon arrière-grand-père. Voilà, et puis il a été correcteur à la fin de sa carrière à La Voix du Nord, qui est le grand quotidien régional du nord de la France, le DNA de là-bas. Et c'est lui qui m'a passé le virus du livre, puisque quand mon grand-père recevait un livre, il mettait ses lunettes comme ça au bout de son nez pour faire très sérieux, tu vois, puis il prenait comme ça et il faisait bouger les pages. Et ses yeux suivaient la première ligne de texte. Et si ça dansait, il faisait mal relié. Voilà. C'était quelqu'un d'assez. Voilà, il avait un rapport à la fois au contenu et à l'objet livre. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté complètement. Moi, je tiens beaucoup, évidemment, au contenu, à la littérature en elle-même, et à l'objet livre. Et je tiens à faire des beaux objets, et à les soigner. C'est quelque chose d'important pour moi. Donc tu as allié une formation d'historien, je crois, ou un petit peu, enfin, très proche de... Ouais, ouais, j'ai fait l'histoire, ouais. Une attirance très forte pour l'écrit, Ouais. quel qu'il soit. Tu as toi-même été publié. Et donc, cette histoire un petit peu avec le grand-père, avec ce lien à l'objet livre, c'est ce qui nous intéresse Exactement, aujourd'hui. ouais. Exactement. Et tu t'es lancé dans l'édition. Alors moi je me rappelle, parce que je commence à me faire vieux, avoir vu arriver Pierre Marchand avec les éditions Caleva. Ouais, Il y ouais. avait une histoire de petit train, tu te souviens? Ouais, c'était le tout premier, le petit train, ouais. Hein, il y avait une histoire sur la l'été bataille de Reichshoffen. L'été 70, sur la bataille de Reichshoffen. Et puis après, il y a eu des collections de polars historiques, notamment un légionnaire romain, Qui continuait à se vendre et à tourner. qui était un très 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 bon bouquin que j'avais Ouais. adoré. Très beau livre de Paul-Christophe Abel. Absolument. Exact. Ouais. Et donc Caleva, qui était un petit peu ton premier bébé dans l'édition. C'était mon tout premier bébé. Je voulais faire à la base des livres qui parlent d'histoire sans être des livres d'histoire. Parce que le manuel d'histoire, c'est un peu chiant à lire. Ouais. Moi, je voulais évoquer l'histoire par le roman, par l'image, par le conte pour enfants, etc. Mais pourquoi venir en Alsace pour faire ça? Ah bah, moi, j'ai suivi mes parents. Donc, mes parents qui ne sont pas médecins, mais c'est des scientifiques. Ma mère est prof de maths, Ouais. mon frère est prof de maths. Ouais. Mon père est physicien, j'ai une frangine qui est biologiste, donc effectivement je suis le seul littéraire, mais tout le monde lit dans la famille quand même. Et, Mais pas que des livres de médecine, quand et même. non, ben non, non, faut pas, voilà. Mais non, non, j'ai suivi mon père, j'avais 12 ans quand je suis arrivé, donc ça fait un peu plus de 25 ans, D'accord. qui a été muté ici au Crédit Mutuel pour ne rien cacher. Voilà, il a bossé pendant quelques années au Crédit Mutuel, aux ACM. Donc tu t'es lancé dans cette aventure Caleva. Et ensuite, une nouvelle aventure, c'était la reprise des éditions Le Verger, qui était dirigée par Madame Edouy à l'époque, Françoise, oui, Françoise. qui était une figure locale dans l'édition. Grande dame Françoise. C'était en 2009. 2009, en fait, oui, c'est ça. En fait, quand j'ai créé Caleva en 2005, tu imagines bien quand on a deux trois nouveautés qui se battent en duel,
on ne peut pas en vivre. On essaie juste de ne pas trop perdre d'argent et de stabiliser la machine. Parce que ce qui fait marcher dans l'édition, c'est d'avoir un fonds. Et dès que j'ai créé ma boîte, j'ai rejoint l'association des éditeurs en Alsace et j'ai rejoint les autres éditeurs qui étaient présents sur la place. C'est à cette époque-là que j'ai rencontré Bernard Renaud qui dirigeait La Nuée Bleue, que j'ai rencontré aussi les éditions Calicéphale, Jean-Luc Burget qui avait créé cette maison d'édition jeunesse, et tout un tas d'autres. Certains sont encore là, d'autres n'y sont plus. Oui, le Basberg, Idée Édition. Le Basberg est toujours là, Idée est toujours là. Il y avait les Petites Vagues aussi à l'époque, qui n'est plus là. Et puis, donc j'ai rejoint cette association, et dans les associations, tu sais ce que c'est, on connaît bien tous les deux. Quelqu'un qui est prêt à bosser un petit peu, ça se fait rare, donc je suis vite devenu le secrétaire. Puis le président. Puis le vice-président d'abord. Oui. Et ça m'a permis de travailler avec Françoise qui présidait cette association. Françoise qui avait 72 ans, je crois, en 2009, et qui cherchait depuis un moment à prendre sa retraite. Et donc il cherchait un repreneur, quelqu'un d'assez fou pour reprendre une boîte d'édition. Et elle avait 20 ans d'édition, donc elle avait un fonds qui tournait, elle avait des auteurs connus avec qui elle travaillait. Et c'est de pouvoir reprendre le fonds de Françoise qui m'a permis de devenir un professionnel. Donc justement, donc on a ce fonds qui était constitué essentiellement d'alsatique. Hein. Tout on à va fait. peut-être revenir sur ce mot que tu as fait évoluer. Tu as aussi subi le recul des ventes des alsatiques du fait de la disparition du public et du fait de l'éloignement de tous les malgré nous, enfin de la guerre, quoi, tout bêtement. Et tout ce témoignage. Je en serai tout à l'heure. Mais... Oui, non, mais. Et on a vu apparaître quelque chose qui est une référence aujourd'hui. C'est les enquêtes Renan. Donc j'en ai tout à fait au hasard. Si le dernier de Fortier, qu'on va recevoir pour une vidéo aussi, qui est une collection qui s'est imposée, peut-être pas aussi rapidement qu'on ne croit, mais qui aujourd'hui est incontournable dans le paysage du polar local. En fait, j'adore le roman policier. C'est un goût personnel fort que j'ai, notamment le polar historique, ça se voit, parce que les enquêtes Renan sont souvent des polars historiques. C'est ça. Et puis, le polar régional, ça marche dans toute la France, dans toutes les régions de France. J'ai fait un petit tour, j'ai regardé ce qui se faisait partout. Et en Alsace, il y avait le Basberg, qui en faisait déjà depuis longtemps, qui avait la collection des polars régionaux qui tournait très bien, qui était dirigée par Bernard Fischbach. Mais il y avait de la place pour un deuxième, à condition effectivement de ne pas faire les choses de la même manière. Et je me suis beaucoup inspiré d'éditeurs dans d'autres régions, notamment Polar en Or, qui est une collection chez Ravet en Sceaux. C'est du côté de Lille, c'est dans le Nord, qui faisait des polars en format poche, qui croyaient aux petits livres à 10 balles. C'est ce qu'on a là. Et c'est très exactement ce que j'ai fait. Le petit livre à 10 €, soigné, hein, donc avec une belle illustration, on va en parler d'ailleurs, et puis un petit vernis partiel, sélectif, voilà, qui enjolive, qui soigne l'objet. Et cette approche-là, plus aussi un choix, une sélection dans les textes à paraître, un peu en décalage par rapport à ce que faisait le Basberg, pour que chacun soit vraiment dans son domaine, ça a permis à la collection de démarrer, et j'ai surtout eu 2 chances extraordinaires. La première chance, ça a été de pouvoir travailler avec Vlou, pour les couvertures. Vlou, c'est l'illustratrice. Vlou, l'illustratrice qui a créé la charte graphique des enquêtes Renan. Et pour la petite histoire, ce qui me fait toujours rigoler, c'est que c'est une jeune fille qui était venue me voir à l'époque pour me proposer un manuscrit que j'ai pas pris. Mais je lui ai téléphoné 6 mois plus tard pour lui dire, écoute, j'aime bien ton trait, tu voudrais pas faire une couverture de roman? Elle m'a dit, ah, je saurais pas faire. Donc elle est toujours un peu anxieuse. Elle est toujours très anxieuse, donc ça fait 17 ans qu'on travaille ensemble, on a fait plus de 100 couvertures ensemble. Et je pense qu'elle sait faire. Mais c'était, voilà. Ça fait partie du boulot d'éditeur aussi, de se dire, cette personne-là sait faire, même si elle n'y croit pas. Mais tu vois, on est dans la discussion, on est en plein dans le cœur du sujet, puisqu'on parle de l'objet. Ah oui, on parle de l'objet. Mais l'objet est essentiel pour atteindre le public. Le public n'achète pas seulement un texte, il achète un objet. Il achète un objet à un prix qu'il veut bien mettre. Je sais aussi que ce qui a participé au démarrage, c'est que le réflexe de regarder au dos et de voir 10 €. Ah, d'accord, 10 € j'essaye. Et ça a aussi fait partie du truc. Et puis donc j'ai eu cette chance de pouvoir travailler avec vous, qui nous fait depuis, donc on va sortir cette année la 50e enquête Renan. Donc elle nous fait des couvertures à chaque fois renouvelées, à chaque fois fantastiques. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir commencer avec un projet qui était le Sherlock Holmes et le mystère du Königsbourg de Jacques Fortier. J'allais dire, et Jacques Fortier. Et effectivement, Jacques est quelqu'un qui a, de façon tout à fait méritée d'ailleurs,
qui est très connu dans le public, qui est très apprécié, de son passé de journaliste, C'est un raconteur d'histoire. c'est un raconteur d'histoire extraordinaire, il est précis, il est très clair, il a le sens, trouver vraiment le sujet qui va étonner, qui va accrocher l'œil, qui va accrocher l'oreille, donner envie. On va pas trop en parler parce Voilà. que je vais le recevoir. Mais tu vas le recevoir pour bientôt. une autre Et donc j'ai eu ces deux chances extraordinaires sans lesquelles ça n'aurait pas démarré. Et on a pu donc en octobre 2009 lancer la première enquête rénale. Alors il y a Jacques Fourtier, et il y a plein d'autres qui aujourd'hui sont des gens connus. Bah, il y a, ouais, qui étaient pour certains déjà connus. Hein, Il y a François Hoff. alors, François Hoff qui nous a rejoints, il y a Joël Henry Joël qui nous a Henry. rejoints, Pierre Crête, ça fait partie aussi Oui. des premiers. Il y a eu Grégoire Gaucher qui a eu la très lourde tâche de succéder à l'énorme succès du premier. Il a Oui. fait le numéro 2. C'est une place extrêmement difficile d'arriver derrière un numéro 1 qui a cartonné à ce point-là. Et j'ai choisi son texte à Grégoire parce qu'il était complètement à contre-pied, pour bien dire on va pas faire que du Sherlock Holmes en Alsace. Oui, Voilà. bien sûr. Voilà. Et alors combien de manuscrits reçois-tu pour cette collection ou pour une autre? J'ai arrêté de compter. Centaines par mois J'ai arrêté de compter, j'en reçois un ou deux par jour, hein, facilement, tout confondu. Hein. C'est bien au-delà de ce que je suis capable de lire. Fort heureusement, c'est pas au-delà de ce que je suis capable j'aime pas le mot juger, mais d'estimer, de regarder, C'est ça. de sous-peser. De toute façon, il y a une part d'appréciation personnelle qu'on ne peut pas gommer. On peut Tout pas à être fait. objectif. Il n'y a pas besoin de se farcir 200 pages pour se rendre compte si un travail tient la route. Oui. Et s'il est pour moi, en fait. C'est surtout ça aussi la question. Alors, comment est-ce qu'on choisit en fin de compte quand on est éditeur? Alors, quand on est éditeur, surtout petit éditeur indépendant, ce que je reste, on se fabrique une spécialité. On se fait connaître. Moi, ça a été sur le polar d'abord, puis après j'ai essayé d'élargir, avec plus ou moins de succès. Quelquefois ça a marché, quelquefois pas. Mais on va se faire reconnaître sur une spécialité, sur un rayon et sur une façon de travailler. Donc on part quand même du principe qu'il y a une collection qui est susceptible d'accueillir ce texte Ouais. ou pas. Et puis, quand un auteur, parce que parfois on rencontre des auteurs, ils reçoivent cette fameuse lettre, votre texte ne correspond pas à notre ligne éditoriale, ça veut clairement dire quelque chose. ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut pas dire, j'ose pas te dire que c'est de la merde, parce que cette lettre, je l'ai envoyée plein de fois, ou je l'ai envoyée par mail, ou je l'ai répondu par téléphone, et chaque fois, ça voulait clairement dire quelque chose. J'ai refusé des textes excellents, que j'adorais, en disant à l'auteur, si je vous le publie, je vais vous le pourrir. D'accord. Parce que je suis pas reconnu là-dessus. Les libraires vont pas faire attention. Donc on Voilà. a la collection des enquêtes rénales, mais on continue à faire d'autres choses. Bien sûr. Aux éditions du Verger. Alors, on reste encore dans l'asiatique, on reste encore dans... le Verger aujourd'hui publie, ouais, alors j'ai pas ramené, ça c'est une erreur de ma part, j'ai pas ramené les petits livres de contes qui sont une des dernières choses qu'on ait Oui aussi. ajoutées Ouais, c'est vrai que je les ai en au rayon. panel, mais c'est pas grave. Donc on Mais fait. on peut regarder c'est le Hortus que tu as là. Alors c'est pas le Hortus, Ah non. c'est un livre qui est paru cet hiver, Ah oui. qui est sur Jean Gaillard de Kaisersberg, qui était le prédicateur de la cathédrale de C'est Strasbourg. une vedette à l'époque. Grande vedette, la rockstar de la Renaissance alsacienne, Se bousculer pour aller l'écouter. avec Et on en prenait plein les oreilles en plus. voilà. Et ça m'a permis aussi de faire un livre sur une de mes passions qui est sur les incunables, sur les vieux livres, les premiers livres imprimés en fait. Et c'est rigolo parce que ce joli livre est sorti en même temps que le crime de Gutenberg, donc Oui, Jacques oui, Fortier a oui, consacré correspond très à- exactement à cette période-là. Voilà. Donc il y a les polars, il y a les beaux livres, Il y a quelques romans. il y a des livres de contes, et puis il y a la collection des bibliothèques rhénanes qui sont des romans, qui sont toujours des romans qui parlent de l'Alsace, d'une manière ou d'une autre, de son histoire, de sa culture. Donc La Trois femmes et un siècle, c'est tout un siècle de vie des communautés juives en Alsace, depuis avant la Première Guerre mondiale où ils vivaient mêlés aux autres communautés dans les villages. On est dans l'histoire, mais romancé. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ils sont venus dans les villes, voilà. Et oui, c'est des romans, oui, on est dans l'histoire, oui, mais Oui, romancé. ça c'est plus un roman que de l'histoire. C'est vraiment un roman. Donc on a toujours aux éditions du Verger cette Ouais, mais là, tiens. belle identification, la collection des petits polars, et puis tout le reste qui est toujours quand même centré sur l'histoire et sur l'Alsace. Alors à côté de ça, une nouvelle aventure, Oui. justement pour accueillir peut-être d'autres textes. Pour accueillir d'autres textes, en fait, c'est... Quand j'ai repris le Verger Françoise avait fait des tentatives d'incursion dans la littérature générale. Et
et elle avait dans son catalogue des textes magnifiques, hein, et des auteurs assez renommés, comme Sylvain Tesson, Oui. comme Franck Pavlov, enfin voilà, il n'y avait pas de quoi rougir. Mais ça prenait pas. Ça prenait pas parce que le, le côté régional de la maison d'édition Oui. faisait qu'en librairie, on posait un petit peu les choses sur la table alsatique, quoi que ce soit. Et le problème, c'est que le public de ces livres-là n'allait pas chercher ces bouquins sur cette table alsatique. Mais bien sûr. Voilà. Beaucoup de libraires font cette erreur encore aujourd'hui. Hein. C'est pas. Ou C'est compréhensible quand tu es libraire toi-même, tu sais très très bien que tous les matins quasiment vous avez votre arrivage avec des cartons à ouvrir, vous avez autre chose à foutre que de regarder les choses dans le détail, donc effectivement il y a un réflexe qui s'est développé, verger éditeur, table alsatique, on passe à autre chose, il n'y a pas de raison d'en vouloir au libraire. En revanche ça tue le livre. Oui. Et donc Mais la Nuée Bleue a fait la même expérience il y a quelques années. Ouais. Ils ont laissé complètement tomber. Donc, et donc tu as choisi de créer donc moi j'ai choisi de créer une nouvelle maison, parce que il y a une chose à laquelle une chose à laquelle je crois très fort, c'est qu'un être humain c'est un peu comme un arbre, il faut des racines. C'est ça qui nous nourrit, c'est ça qui nous ancre, qui nous fait tenir, qui nous soutient. Et les racines, c'est ce que je travaille au Verger éditeur. On est dans un territoire, alors j'y suis pas né, d'accord, enfin ça va faire 40 ans que j'y suis, j'ai presque la carte de séjour, et l'histoire locale est quelque chose d'important, la culture locale, j'y crois, c'est quelque chose qui existe. La culture rhénane est quelque chose de, et c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui se trempe dans l'humanisme, qui trempe dans l'accueil aussi, dans l'ouverture aux autres, d'un pays qui est à une frontière, où on parle avec... Oui, tu y touches même dans les enquêtes rhénanes. Mais tout à fait. Des auteurs suisses. Donc ça c'est les racines. Mais l'arbre, s'il développe de fortes racines, c'est pour pouvoir en haut aussi faire des belles branches. Et les belles branches, c'est travailler la littérature au sens large. Et donc on découvre et donc, la création du beau jardin. Et donc le beau jardin, alors le nom va bien, le verger, le beau jardin, on reste dans la même image un peu voilà, florale. Et donc l'idée c'est de travailler la littérature générale sous toutes ses formes et même de travailler la littérature européenne. Puisque justement ça fait partie de cette identité qu'on a aussi ici, on est au carrefour de plein de pays européens et on est la capitale européenne, on va travailler la littérature à l'échelle. Pour revenir sur le beau jardin, c'est pas sorti d'un chapeau quand même. C'est pas sorti d'un chapeau, il y a eu plein d'essais d'abord, mais qui se faisaient sous le nom Verger éditeur. Oui. Et donc ils marchaient pas. Donc ils prenaient pas bien. Après j'ai fait aussi des erreurs aussi, parfois on se trompe, hein, de fabrication. J'avais fait des polars un peu trop rétro par exemple, dans la forme qui marchait pas dans la première version de ma collection Mauvaise Graine, des choses comme ça. Donc, mais effectivement c'est quelque chose qui a été énormément réfléchi. Alors effectivement, et qui a demandé des années de préparation. Des collections, puisque là aussi, alors, il y a des collections. Une collection policier aussi. Il y a une collection ici qui s'appelle L'Herbier. Donc L'Herbier, c'est une collection de littérature générale. Avec une charte graphique évidente qui se répète. Hein. Voilà, avec, la jolie plante de l'herbier, c'est aussi un dessin de Vlou d'ailleurs. Hein, c'est ça, voilà. Voilà. Qu'on retrouve sur tous les livres. Donc ça c'est de la littérature, c'est ce qu'on appelle la littérature blanche. Hein. Voilà, il y a un peu de tout. Donc là, Hard Rock Cargo, c'est un roman noir de Nicolas Kempf. Aïcha et les 40 lecteurs qui vient de sortir, de notre ami tu connais très très bien Willy, qui est libraire en Alsace et qui raconte des scènes que je vais aussi recevoir et que tu vas aussi recevoir bien sûr. Et puis on a aussi alors un travail sur la nouvelle, la novella, des textes courts, mais très très écrits, très travaillés. Dont tu avais déjà quelques titres. Alors c'est une collection que j'avais démarrée à Caneva pour le coup, oui, il y a longtemps. Dont déjà Philippe Tesson et... Alors il y avait Sylvain Tesson, je l'ai transféré dedans, mais j'avais travaillé avec Jean de Palacio, avec Jackie Macri, avec des auteurs comme ça. Là, le dernier qui est paru, c'est Georges-Olivier Château-Renaud. Château-Renaud, c'est quelqu'un qui a une sacrée carrière, c'est un des grands maîtres du merveilleux, du fantastique quotidien. C'est un novelliste et un romancier. Il a eu le prix Renaudot en 82 pour la faculté des songes, il a eu le prix Goncourt de la nouvelle, il a eu le grand prix de l'imaginaire, enfin voilà, c'est un monsieur qui a... Et donc je suis très très heureux de travailler avec lui. Alors lui, je crois collection de nouvelles, de novellas, de petits témoignages. Qui se met en place. Des choses vraiment très écrites. Qui méritent peut-être pour les libraires d'être regroupés sur un... Oui, parce que c'est un petit volume à 5-6 euros. Ils se perdent dans les rayons. Alors dans les rayons ils se perdent, mais faire une petite table de temps en temps, ou faire une lecture, voilà, c'est des choses qui peuvent se faire. Et donc une collection de polars. Et puis en polar, c'est là qu'on va aller Alors,
La collection s'appelle Mauvaise Graine, hein, donc l'herbier, mauvaise graine, ça, voilà, Oui. ça va bien avec le beau jardin. Donc, alors, ça, ce sont 2 livres qui vont paraître. Alors, ils étaient prévus pour le mois de mars, et puis l'imprimeur a livré avec 2 jours de retard, donc on a raté l'office, donc ça va sortir début avril. Mais donc ça, ce sont des romans de Hans-Jörg Schneider. Schneider, c'est l'auteur vivant de polar de langue allemande, le plus lu, le plus adapté au cinéma, le plus adapté à la télé, dans tout le monde germanophone. Il est bâlois, c'est un Suisse alémanique. Ah, d'accord. Et donc on l'a traduit, c'est Irene Kuhn qui a traduit. Irene Kuhn, c'est aussi une référence, parce que c'est une femme qui a une sacrée carrière, qui a traduit notamment Zweig en français, et qui a traduit dans les 2 sens, ce qui est assez rare. Elle a aussi traduit des gens comme Simon en allemand. J'allais dire que c'est le Simon. Et Schneider d'aujourd'hui, est une sorte de Simon. Alors, son enquêteur, le commissaire Unkeler, a un très très haut sens de la justice. On l'a aussi déjà dans la collection des enquêtes rhénanes. Il y en a un dans les enquêtes rhénanes, ouais, qui se passe en Alsace. Cela se passe pas en Alsace, Oui, il se passe sur les en 3 Suisse. frontières. Hein. Et donc, c'est quelqu'un qui a un très très haut sens de la justice, un grand amour pour les petites gens, comme on dit, hein, Ouais, c'est ça. les gens simples. Et il ne peut pas encadrer les flics. Moi, je ne peux pas résister à te lire ça. Oui, il y a un extrait. Et de toute façon, Unkeler ne voulait pas céder, pas cette fois-ci. Il en avait marre de la police, de cette bande de gros cons avec leurs pantalons d'uniforme soigneusement repassés, de ces revolvers qui se balançaient sur leurs hanches. Voilà. Alors que c'est le commissaire qui C'est le parle. commissaire qui parle. Voilà, c'est un type qui aime beaucoup plus la justice que les flics et que la loi. Enfin, il la trouve dure, la loi. Il la trouve, voilà, il a envie de faire un peu dans la nuance, en fait. C'est quelqu'un de très humain. Et c'est quelque chose qui, voilà, ça fait partie aussi de ce qui traverse pas mal ce que j'essaye de faire, c'est cet aspect humain. Alors juste une dernière question, parce que le temps file, Ouais. on s'en va. Alors pourquoi rouge pour Mais une collection de polar? rouge et noir, c'est pas un hommage à Jeanne Masse, c'est plutôt c'est les couleurs fondamentales du polar aussi, rouge et noir, hein, quand même. Et voilà, c'est aussi d'ailleurs Toujours bleu. Hein. C'est toujours bleu. Voilà. Il y a un titre à paraître au mois de mai dont j'ai envie de parler rapidement, qui s'appelle Le meurtre d'Harriet Monckton, donc qui est un roman anglais, qui est une histoire vraie, qui a été tirée. En fait, l'autrice est une ancienne analyste de Scotland Yard. Elle a tiré ça des archives du Yard. C'est l'histoire vraie d'une jeune femme qui, à 23 ans, a été trouvée en 1843 empoisonnée dans les toilettes derrière une chapelle calviniste quelque part dans le Grand Londres. Et Mais comment t'es tombé là-dessus? Eh ben, en fait, c'est une rencontre que j'ai faite à la Fondation de Francfort avec l'éditrice. Et en fait, quand on a parlé de son livre avec cette éditrice, j'ai vu ses yeux briller. Ça voulait dire ce texte est bon. C'est là que j'ai dit il faut que je le prenne. Et c'est un texte magnifique sur tout ce que la société peut faire à une femme, en fait. C'est abominable, en fait, ce qu'elle a vécu, cette fille. Eh bien, on va s'arrêter là, Mhm. parce que le temps Ouais. file. On va donner rendez-vous au mois de mai pour découvrir ce Tout roman, à fait. avant de découvrir les enquêtes du commissaire Unkeler. Oui, au mois d'avril, début avril. Et moi, j'ai envie de dire, prenons rendez-vous à un prochain entretien, parce Avec que plaisir. c'est passionnant. On a envie de les découvrir très rapidement, tous ces beaux objets, tous ces beaux livres qui vont nous arriver. Merci beaucoup, Pierre. Je t'en prie, Dominique. Merci à toi. Merci à vous de nous suivre, de nous écouter et de nous regarder. Rendez-vous sur notre site où vous retrouverez tous les éléments relatifs à ces livres. Et rendez-vous pour un prochain rendez-vous du lundi. Comme d'habitude. Merci, au revoir, à bientôt.